J'appelle maintenant les participants à la première table ronde qui est modérée, bon, je vais les laisser venir d'abord, voilà, par Gauthier Faure qui va monter sur scène. Moi je vais rester en bas parce que c'est plus facile. Gauthier Faure de EcoAct, cabinet de conseil. Il fait partie du groupe Schneider Electric. Gauthier est senior manager, expert en finances durables, ça tombe bien, pour cette table ronde. Nous serons ensemble jusqu'à 10h20, un petit peu moins d'une heure. Et vous aurez un temps de questions aussi à la fin des exposés. Gauthier, à vous pour présenter les participants à la table ronde. Merci beaucoup. Effectivement, Gauthier Faure, senior manager au sein d'EcoAct. Nous accompagnons les entreprises de tout type et les organisations dans leur transformation depuis plus d'une vingtaine d'années. Nous sommes effectivement rattachés au groupe Schneider Electric. J'aurai le plaisir de partager l'affiche avec plusieurs intervenants. Donc vous voyez les noms s'afficher que je vais présenter juste après. L'idée, comme ça a été dit, c'est effectivement de rappeler les défis de la gestion d'actifs par rapport à ce changement climatique. Peut-être rapidement une mise en contexte d'abord. Comme cela a été dit, nous sommes 10 ans après l'accord de Paris, qui a été évidemment celui de la COP 21, qui a marqué vraiment un tournant dans l'histoire de l'écologie, avec une universalité d'abord, l'ensemble des acteurs qui ont un nouveau cap, une nouvelle destination qui leur a été fixée avec un objectif d'1,5 degré, tout au plus 2 degrés à atteindre. Et le cadre des acteurs financiers, ça a été rappelé, l'article 2.1.c qui vraiment enjoint ces acteurs à agir et à rendre les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient face au changement climatique. 10 ans plus tard, où en sommes-nous ? Nous sommes aujourd'hui en 2025. Les récents travaux scientifiques nous alertent, comme ça a été signifié dans le discours d'ouverture. 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, avec le cap justement des 1,5 degré qui a été franchi. Et il se trouve que si on prend l'ensemble des 10 années depuis l'accord de Paris, depuis 2015, ces 10 années ont été chacune les plus chaudes jamais enregistrées. Et donc ce sont donc les 10 années les plus chaudes que nous ayons eues dans cette histoire. Le moment donc venu d'agir face à ces enjeux, puisque chaque degré, chaque demi-degré, chaque dixième de degré compte. Alors effectivement, ce cadre de l'accord de Paris a généré toute une révolution de la finance verte avec un fourmillement normatif d'abord, vraiment un changement de la part du marché, énormément d'initiatives qui se sont créées, d'initiatives net zéro. Nous le verrons ensemble. Néanmoins, il se trouve que les flux financiers dont nous parlions tout à l'heure sont-ils à la hauteur des enjeux ? Nous serions aujourd'hui autour de 1,5, 1,6 milliards de dollars, ce qui représente un montant important, comme nous l'avons dit, pour financer l'ensemble de cette décarbonation qui coûte évidemment très cher. Néanmoins, selon les récentes évaluations, il nous faudrait entre 4 et 6 fois plus de financement pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Donc un enjeu de massification qu'il nous faut pour transformer l'économie réelle, ça a été dit, et irriguer l'ensemble des actions qui doivent l'être. Je vais donc partager l'affiche aujourd'hui avec plusieurs intervenants qui auront des regards croisés. D'abord un regard réglementaire sur ces changements qu'il y a eu depuis l'accord de Paris avec Maître Rima Maître-Henri du cabinet Racine, qui nous fera une lecture de ces différents enjeux et différents changements. Viendra ensuite une lecture du marché avec Andri Ratsimba-Rajon du cabinet Bartel, et enfin un témoignage de métier avec Philippe Sedbon, président de l'AFG, de l'Association française de gestion financière. Je vous propose peut-être de démarrer par une lecture du coup réglementaire avec Maître Rima Maître-Henri. Maître, vous accompagnez les acteurs au sein du cabinet d'avocats, plus particulièrement les sociétés de gestion, les fonds, la création de fonds, les investisseurs dans leur choix. Vous avez été au cœur de cette transformation réglementaire que nous avions citée juste avant avec SFDR, taxonomie, CSRD, CS3D au niveau européen. Par rapport à l'ensemble de ces réglementations, est-ce que vous pourriez d'ores et déjà nous dresser un petit
portrait rapide de ce cadre qui a aidé l'ensemble des acteurs à intégrer les enjeux climatiques ces dernières années afin que, ici, tous collectivement, nous puissions y voir un peu plus clair et peut-être insister aussi sur les différentes implications et effets que ces réglementations ont pu avoir sur ces acteurs justement économiques, notamment en Europe et en France. Merci Gauthier. Donc, je tiens tout d'abord à rappeler que la France a été pionnière en matière de finances durables. Déjà en 2015, la loi sur la transition énergétique a posé les fondamentaux des reportings extra-financiers pour le climat. Ensuite, du côté du régulateur, donc l'AMF a émis la position recommandation 2020-03 qui a accru la transparence sur la communication financière pour les fonds grand public qui se prévalent de l'ESG. Ensuite vient le cadre européen qu'on connaît, le Green Deal de 2019 avec 3 piliers fondamentaux. Donc le règlement taxonomie qui pose le cadre des activités qui sont considérées comme économiquement durables au plan environnemental. Ensuite, et en parallèle, je dirais SFDR, qui pose le cadre de divulgation et de transparence sur les thématiques ESG, tant au niveau des acteurs financiers qu'au niveau des produits financiers. Et enfin, la directive CSRD, qui met en place un reporting extra-financier très technique, très normé, à destination des entreprises. Aujourd'hui, en fait, on a un cadre réglementaire qui fournit une sorte d'écosystème complexe, tant sur le fond que sur la forme. Sur la forme, tout d'abord, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants qui sont impliqués dans sa mise en place et dans son suivi, au plan politique, au plan législatif, au plan technique, donc la Commission, les organisations européennes, l'ESMA, le regroupement des régulateurs nationaux via les ESA, l'AMF, les FRAG, et j'en passe. Côté fond, nous avons hélas aujourd'hui des textes qui ne sont pas clairs sur les notions essentielles. Et quand ces notions essentielles ont été à un moment ou à un autre clarifiées ou interprétées, la clarification et l'interprétation ne se retrouvaient pas dans un médium accessible aux acteurs financiers. Ceci a donné une difficulté pour les acteurs financiers dans la mise en œuvre pratique de ces textes. On constate aujourd'hui une méthodologie hétérogène suivie par certains d'entre eux et également un inconfort dans l'appréhension de ces réglementations. Le point positif, cependant, de ce cadre, c'est qu'il a été quand même un catalyseur pour le changement. Il a permis une accélération dans la prise de conscience des enjeux climatiques dans le domaine financier. Ça a poussé les acteurs financiers à mieux s'organiser en interne, à se doter d'expertise, à réfléchir à leur process, à innover en termes de produits, mixant la rentabilité financière et la rentabilité extra-financière. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une meilleure structuration du marché et un niveau de greenwashing beaucoup plus faible qu'auparavant. Alors, merci pour ce tour d'horizon. On a évoqué tout à l'heure, Yves Perrier a évoqué les évolutions de ce cadre qui sont en cours. Pourquoi ces modifications ? Comment les interpréter, notamment sur le cadre européen ? Alors, donc, comme je viens de le rappeler, l'écosystème est complexe et il y a eu un retour d'expérience de la part des acteurs financiers, de la part des organisations professionnelles, de la part même des régulateurs auprès de la Commission européenne sur l'inconfort de plusieurs acteurs financiers dans la mise en place de ces textes. Ceci a donné lieu à des réflexions sur la modification du cadre actuel. La raison est simple. Aujourd'hui, on a un cadre qui prête à confusion. Si je prends l'exemple de SFDR avec la classification des produits article 6, article 8, article 9, cette réglementation a été souvent interprétée par les acteurs comme créant un label
Et donc, elle a été utilisée pour des besoins marketing, alors que le but n'était pas d'en faire un label, du moins dans la version actuelle des textes. Les textes, donc que ce soit SFDR, taxonomie ou CSRD, sont supposés fonctionner en parallèle, mais ne s'imbriquent pas tout à fait correctement l'un dans l'autre. Une définition d'investissement durable au sens de SFDR est une définition autoproclamée, parce que chaque acteur financier a le droit de définir lui-même son périmètre de durabilité. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir des produits qui sont durables au sens de SFDR, mais qui ne le sont pas au sens de taxonomie. Le reporting au niveau de taxonomie est très précis. Chiffre d'affaires, CAPEX, OPEX. Côté SFDR, quand il s'agit de faire un reporting sur les PAI par rapport à l'alignement taxonomie, la méthode de calcul est loin d'être claire et loin d'être uniforme. Donc le résultat, si vous voulez, de cette confusion, c'est que nous avons des acteurs financiers qui, aujourd'hui, procèdent par approximation, par à peu près, par exclusion, qui font ce qu'ils peuvent, du mieux qu'ils peuvent pour s'adapter, mais clairement, très peu de visibilité et très peu de confort dans l'application de ces règles. Les trois textes n'ont pas été mis en place non plus de manière très concertée. Donc SFDR est arrivé en 2021, taxonomie 2022 avec 2 objectifs décalés sur 2024, et CSRD, la mise en œuvre a commencé en 2024 et s'étale jusqu'en 2028. Cette asymétrie temporelle crée un vide normatif qui est très pénalisant pour les acteurs financiers. Donc aujourd'hui, nous faisons face à des pratiques qui sont hétérogènes, à un doute sur la crédibilité et la permanence et la pertinence de certaines normes, et un risque malheureusement de greenwashing, de bonne foi, de la part d'acteurs qui pensaient bien faire en appliquant une règle, mais dans la mesure où ils l'appliquent de manière incorrecte à cause de ce flou qui tourne autour de cette règle, risque de se retrouver dans des situations de greenwashing sans le savoir. Donc la révision aujourd'hui de SFDR, donc, qui est actuellement en cours, implique une plus grande clarification des exigences, une pertinence de l'utilisation ou pas de ces classifications, voire la possibilité peut-être d'avoir un label qui est un peu plus contraignant sur l'alignement taxonomie. Ça ne veut pas pour autant dire, et j'insiste, qu'il y a un désengagement normatif de la finance durable, mais au contraire une sorte d'amélioration du cadre existant. En parallèlement à cela, nous avons le paquet dit Omnibus, donc, qui est également une initiative de réforme réglementaire à l'échelle européenne, impliquant plusieurs textes. J'en citerai 2, CSRD et taxonomie. Au niveau de CSRD, l'objectif de ce paquet omnibus est d'alléger les contraintes de reporting pour les acteurs de taille modeste, typiquement les PME. Donc nous aurons probablement une réduction du périmètre des entreprises qui sont concernées par ce reporting. Et au niveau de taxonomie, le pendant, c'est également un allègement du reporting requis au titre de taxonomie. Et là encore, simplification de ces textes n'est pas un recul, au contraire, c'est une manière de rendre les normes plus facilement appréhendables par les parties prenantes qui sont supposées les respecter. Merci beaucoup. Peut-être brièvement sur justement ce cadre réglementaire et par rapport à l'ambition qui a été présentée juste avant de massification, d'aller vraiment plus loin dans l'accélération de ces financements. Est-ce qu'on peut dire que le cadre actuel le permet? Est-ce qu'il est à la hauteur des enjeux climatiques et environnementaux qui ont été présentés? Et si ce n'est pas le cas, comment pourrait-on en tout cas l'améliorer? Alors, le cadre actuel connaît des limites. Il est certes ambitieux, mais il a principalement 3 limites. Il est incomplet, il est flou, il est complexe. Il est incomplet parce qu'il mérite un ajustement par rapport à des sujets qui sont sensibles et qui ne font pas l'unanimité et qui divisent aujourd'hui. Typiquement,
le nucléaire, le biocarburant. Cette adaptation est aussi nécessaire pour permettre à ce cadre réglementaire d'accompagner les préoccupations géopolitiques du moment. Donc, on a des tensions et des sujets autour de la défense, autour de la souveraineté nationale, et les normes vertes se doivent de rentrer dans cette granularité et de cette complexité sur les sujets qui préoccupent en ce moment. Ensuite, le cadre est flou, donc on l'a déjà dit, mais ce flou, il vient alors non seulement sur le contenu, mais sur la portée normative des règles. Beaucoup de textes impliquent ou contiennent des ingrédients de soft law. Donc, notamment le fameux principe comply or explain. Le propre d'une norme, c'est d'être prescriptive. Ou on est dedans, ou on est dehors. Mais être dans de la soft law avec juste comme conséquence la conséquence du marché, que ce soit économique et réputationnel, n'est pas très sécurisante en soi, parce que les acteurs financiers ne savent plus de quel côté ils sont et s'ils sont du bon côté de la norme ou pas. Donc, ce principe-là du comply or explain a permis peut-être une plus grande latitude dans la prise de conscience et dans l'appropriation du sujet, mais aujourd'hui, sur le long terme, le résultat ou le constat qu'on en fait, c'est plutôt une incertitude sur la portée normative et une insécurité pour les acteurs financiers. Le cadre reste quand même complexe, trop technique. Les textes sont nombreux, les références croisées sont des fois ingérables. Les barrières à l'entrée peuvent être très très négatives et très très complexes pour les opérateurs d'une taille modeste, d'où ce souci de simplification des normes. Merci Rima pour ce tableau sur la réglementation qui nous sera très utile pour la suite. Je propose d'enchaîner avec Andri Ratsima-Rajon. Vous pilotez les services en finance durable du cabinet Bartol, qui est un cabinet de conseil assez pluridisciplinaire. Peut-être qu'on peut voir ensemble, ce serait plutôt les tendances, les leviers d'action justement du secteur financier pour agir et pour aller vers cette transformation. Peut-être une réaction par rapport à ce premier levier que représente le réglementaire. Quelle est votre propre lecture par rapport au cadre qui a été mis en place et ce que ça a pu susciter justement pour les gestionnaires d'actifs? Merci pour le passage de témoin, Gauthier. Donc, je m'inscris pleinement dans les propos de Rima, avec peut-être un ou deux commentaires ou deux ajouts. Le premier, il est bon de rappeler effectivement que la finance durable, la structuration de la finance durable a été vraiment impulsée par la France et par l'Europe, avec certes des limites que Rima a posées, mais avec une ambition initiale qui était très très forte. Il ne s'agissait pas uniquement d'encadrer la finance sur la finance durable, mais c'était d'inclure l'ensemble des acteurs de l'écosystème financier et économique dans cette démarche. Donc typiquement, c'était un objectif d'aligner les obligations de transparence des entreprises, donc des transparences en matière de durabilité, avec les exigences d'allocation ou de choix d'investissement des investisseurs institutionnels ou même particuliers qui sont au bout de la chaîne de valeur. Donc ça, c'est une première remarque. Et donc, tout ce corpus réglementaire qui a visé, Rima a mentionné l'article 119 qui est devenu l'article 29 loi énergie-climat, donc qui a étendu les objectifs climat sur des objectifs biodiversité. Il y a eu également SFDR qui est très important pour les acteurs financiers dans la transparence des produits ESG et de permettre la comparabilité des produits financiers pour les investisseurs. Et aussi, peut-être un qu'on peut mentionner qui est MIFID 2 qui a été aussi dans les 5 dernières années, qui visait à introduire les préférences en matière de durabilité pour les épargnants finaux, donc typiquement. Donc là, on voit bien qu'il y a eu cette volonté de vouloir articuler l'ensemble des acteurs financiers, entreprises,
et consommateurs, épargnants et investisseurs. Et peut-être la deuxième remarque, c'est que il faut reconnaître que sur les 5-6 dernières années, il y a eu quand même une vague de réglementation ESG assez importante, voire assez brutale pour le secteur financier en général et en particulier pour les métiers de la gestion d'actifs. Et voilà, au-delà de la mise en conformité, de la compréhension, de l'appréhension des sujets, il y a un point fondamental qui était structurant, ce qui était celui de la mesure. Quelque chose d'assez structurant, c'est qu'aujourd'hui, il faut mesurer l'ESG. Notamment lorsqu'on évoque les sujets climat, comment est-ce qu'on va décarboner nos investissements, etc. On va rentrer sur des thématiques sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre, comment est-ce qu'on va s'aligner sur les objectifs de l'accord de Paris, comment est-ce qu'on va catégoriser nos activités durables, etc. Et donc cette notion de mesure-là, elle est très importante parce qu'elle pose aujourd'hui quand même des limites. Comment est-ce qu'on récupère les données d'émissions, typiquement carbone des entreprises. Et ça, aujourd'hui, il y a une forte limite dans le marché, c'est qu'il n'y a pas assez de données publiées. On parle des grandes entreprises cotées, on parle des entreprises du non-coté. Voilà, il y a un vrai sujet de divulgation, de publication, d'aller publier ce type d'informations. Et puis il y a aussi la problématique de la méthodologie. Les méthodologies d'évaluation carbone aujourd'hui des entreprises ne posent pas un cadre on va dire unifié, et ça lève deux sujets. Le premier sujet, c'est effectivement comment est-ce que les acteurs financiers, notamment dans la gestion d'actifs, peuvent s'approprier des méthodologies, des modèles, non seulement déjà pour mesurer, pour reporter, mais aussi pour définir des trajectoires. Parce que c'est ça qui est important, c'est comment est-ce qu'un acteur financier va pouvoir évaluer les trajectoires de décarbonation crédibles des entreprises dans lesquelles elles investissent. Parce que le fond du sujet, c'est aussi ça pour les acteurs financiers, à quelle hauteur je contribue à l'émission de gaz à effet de serre dans les entreprises, enfin générées par les entreprises dans lesquelles j'investis. Voilà, ça sont peut-être les deux commentaires sur la partie réglementaire. Peut-être au-delà du levier réglementaire qu'on a évoqué, quels pourraient être quels sont les autres outils, les autres produits qu'ont à leur disposition les gestionnaires d'actifs, la finance plus largement pour agir en faveur de cette transition aujourd'hui? Alors sur les leviers, donc le levier réglementaire est indispensable. Voilà, il y a plein de révisions en cours, mais il ne faut pas perdre de vue cette notion d'ambition qu'on a évoquée un peu plus tôt. Et si à mon sens il y a un élément essentiel à garder en ligne de compte, c'est les ordres de grandeur. Voilà. Aujourd'hui, on sait les activités économiques, les entreprises qui sont fortement émissives, si on parle des émissions carbone. On sait également aujourd'hui les activités économiques et les entreprises qui ont aussi un impact sur la biodiversité, sur la dégradation de la biodiversité et des écosystèmes vivants. Voilà, donc à mon sens, le premier levier d'action, c'est celui de l'engagement. C'est de cibler les entreprises grands émetteurs de façon à les engager sur leur trajectoire de réduction, de décarbonation si on parle de l'axe climat, mais aussi sur leur trajectoire d'atténuation des impacts sur d'autres sujets environnementaux, dont la biodiversité. Après, un second levier, ça va notamment dans la notion d'opérationnalisation un petit peu de ces sujets-là. Donc c'est casser les limites autour de la donnée, typiquement. Donc là, aujourd'hui, on voit qu'il y a une structuration assez forte du marché de la donnée extra-financière. Donc il y a beaucoup d'acteurs de place en France, en Europe et dans le monde qui se chargent de divulguer des informations extra-financières qui sont utilisées par les financiers, et notamment la gestion d'actifs, pour construire leur modèle d'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur processus de décision, de financement et d'investissement. Donc ça, le levier, c'est vraiment de cadrer, de structurer cette gouvernance de la donnée extra-financière et de rentrer aussi dans cette notion de convergence, c'est de dire que
Avant, on avait l'habitude de regarder les données financières d'une entreprise pour se dire est-ce qu'on investit, est-ce qu'on n'investit pas. Aujourd'hui, il faut qu'on regarde les données extra-financières, environnementales, sociales et de gouvernance pour se dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, ou comment est-ce qu'on peut engager de manière plus forte ces acteurs. Et peut-être le dernier levier qui est pour moi assez structurant aussi, c'est celui de l'alignement entre l'offre et la demande de produits financiers verts, enfin, de finances vertes. On a vu une explosion assez forte sur les 10 dernières années des produits verts, on va dire. Je vais en citer deux. Un qui sont les obligations vertes, donc typiquement les obligations qui sont émises par les entreprises pour se financer et qui sont ensuite investies par les acteurs de la gestion d'actifs. C'est un marché qui a explosé, qui a fait x6 sur les 5 dernières années. Mais si on regarde encore cette notion d'ordre de grandeur, la représentativité des obligations vertes aujourd'hui dans le monde, c'est moins de 3% sur les émissions obligataires mondiales. Donc, ce qui en fait encore un très petit levier. Et puis l'autre produit financier qui est très en lien avec la gestion d'actifs, ce sont les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement qui sont en thématique climat, par exemple. Une autre étude qui a été publiée indique que les fonds d'investissement orientés climat et qui seraient catégorisés article 9 selon la réglementation SFDR ne représentent que moins de 7% des encours totaux européens. Donc, sur les encours totaux européens, l'AFG est présent aujourd'hui et en dira davantage, mais voilà, qui est au-delà de 4 000 milliards ou quelque chose comme ça en 2024. Donc voilà, donc ça, il y a vraiment un sujet de comment est-ce qu'on arrive à embarquer finalement les investisseurs institutionnels, certes, mais aussi les investisseurs particuliers, hein, dans une meilleure lisibilité des offres produits, une meilleure compréhension. Donc ça nécessite vraiment un positionnement laborieux de pédagogie financière continue auprès de ces acteurs pour se dire qu'est-ce qu'il y a dans un fonds ESG, qu'est-ce qu'il y a dans un fonds climat, comment est-ce que je peux m'assurer que c'est un fonds qui a une trajectoire de décarbonation en accord avec soit la taxonomie, soit avec les objectifs des accords de Paris, par exemple. Peut-être rapidement une petite conclusion sur les futurs défis encore qui restent sur la finance, éventuellement, André. Alors, les futurs défis, je dirais plus. Bon, je dirais plutôt que ce sont déjà les défis qu'on a aujourd'hui. Hein. Voilà, tout à l'heure, on évoquait comment est-ce qu'on peut engager les entreprises, d'une part, à être dans une logique vraiment vertueuse, hein, enfin de décarbonation, de réduction, d'atténuation des impacts. Aujourd'hui, le monde de la gestion d'actifs peut s'appuyer sur déjà des dispositifs opérationnels qui se massifient d'une certaine manière, qui sont les politiques d'engagement des entreprises, les politiques de vote, typiquement, donc il faut renforcer ces éléments-là. Les politiques de coopération entre les différents acteurs financiers, les asset managers, les asset owners, les banquiers. Vraiment, il y a peut-être cette vision de coalition à mettre en avant. Et sinon, pour moi, le défi, donc, c'est vraiment d'appuyer ces initiatives qui existent déjà. Et puis l'autre, c'est effectivement de se dire qu'on ne peut plus parler que du climat aujourd'hui. Il faut qu'on rentre dans cette logique aussi nature. L'interdépendance entre le climat et la nature, ce sont deux notions qui sont aujourd'hui indissociables. Hein. Les dérèglements climatiques qu'on connaît aujourd'hui ont une incidence assez forte sur l'érosion de la biodiversité et des écosystèmes vivants. Bon, on voit aussi les canicules, les sécheresses, les inondations, etc. Et de manière un peu miroir, l'érosion de la biodiversité, etc. Va entraîner une accélération des dérèglements climatiques. Donc, il y a un enjeu vraiment d'aligner l'ensemble on va dire des préoccupations environnementales et d'avoir une approche vraiment intégrée de ces sujets-là auprès des acteurs financiers.
Merci beaucoup André. Nous aurons maintenant une dernière keynote justement pour venir éclairer les leviers dont nous venons de parler. Nous accueillons aujourd'hui Philippe Sedbon qui est Chief Executive Officer de Natixis Investment Manager et ici en tant que président de l'Association française de gestion. Vous représentez une fédération d'acteurs et vous promouvez la gestion d'actifs dans notre pays. Pouvez-vous, par rapport au levier qu'on vient d'évoquer là, nous dire comment les sociétés de gestion agissent aujourd'hui concrètement en faveur de cette transition et quel est leur rôle dans cette transformation qu'on a tous évoquée? Merci pour votre invitation et bonjour à toutes et tous. Donc, on a évoqué déjà justement un petit peu le rôle de la gestion d'actifs. J'ai essayé de vous montrer que c'est pas devant, mais on est déjà en mouvement et depuis longtemps. Mais on est en mouvement et on accélère. Alors, le rôle de la gestion d'actifs, est-ce qu'il est directement en charge de la décarbonation? Pas du tout. J'ai envie de dire pas du tout. Hein, on va remettre chacun dans ses rôles. En revanche, notre job, notre mission première est de délivrer, de gérer correctement et de délivrer des rendements attendus par les investisseurs, par les épargnants que vous êtes, que nous sommes ici dans cette salle. Et chacun a des projets différents en fonction avec son épargne, un truc. Donc certains le font avec conviction et engagement personnel, mais c'est une minorité, comme dans la population. En revanche, on a un rôle central et majeur, évidemment, dans l'impact qu'a les investissements que nous réalisons pour le compte de l'argent de tiers que nous gérons. Et cet impact, il est très important, puisque nous, au même titre que les banques, j'ai envie de dire, nous sommes au centre de la collecte d'épargne et de son emploi dans les entreprises, dans le financement des déficits publics, dans l'investissement dans l'économie, tout simplement. Donc, bien entendu, à ce titre-là, aucun gestionnaire d'actifs n'a envie d'investir dans des projets économiques au sens large, y compris évidemment les enjeux climatiques, les enjeux de biodiversité. Aucun gestionnaire d'actifs n'a envie d'investir dans des projets qui vont dans le mur parce que l'entreprise va dégrader l'environnement, avoir des procès, je ne sais pas quoi, avoir un impact sur sa valeur d'entreprise parce que dégradation de l'environnement, parce que lancement de produits qui ne sont pas... Aucun gestionnaire d'actifs au monde ne va faire ça. Ça n'existe pas. En revanche, comment on le fait et comment on le fait, dans quel cadre on le fait, pour que, au contraire, on aille tous un peu dans le même sens. Donc on va développer ça dans un deuxième temps. Mais je redis, je pense que ça nous amène tous, il n'y a qu'à observer la dynamique, ça nous amène tous à prendre en compte les enjeux de transition. Yves Perrier l'a mentionné dans son introduction. L'enjeu majeur, c'est d'accompagner la transition et de financer la transition. Si le seul rôle de la gestion d'actifs, on le cantonne à finalement procéder par exclusion et investir dans 3% de l'économie qui est déjà verte, mais on va tous dans le mur, il n'y a aucun doute là-dessus. On va faire des dizaines et des dizaines de millions de chômeurs, des tensions sociales majeures, et on aura plus de planète avant même d'avoir résolu le problème climat. Donc l'enjeu majeur, c'est comment on amène l'ensemble de cette économie au global. Peut-être qu'il y a quand même certaines entreprises et certains secteurs à pointer du doigt et sur lequel il faut accélérer la transition, mais c'est bien ça, et notamment, vous l'avez mentionné, par exemple à travers les émissions d'obligations vertes, les entreprises brunes peuvent affecter l'argent récolté vers des projets, puisque c'est bien ça, c'est ça qui est intéressant. C'est pas la seule émission d'obligations vertes qui est intéressante, c'est le fait que ces émissions obligataires de la part d'entreprises et même d'États d'ailleurs sont affectées à des projets qui sont, sur lesquels on a des pistes d'audit et qui permettent de faire un focus sur le financement de la transition. Donc oui, l'ensemble de la gestion d'actifs, il y a toujours des exceptions, mais l'ensemble de la gestion d'actifs est engagé dans le financement de ces transitions parce que ça va dans l'intérêt des épargnants et des investisseurs qui sont nos clients. Je rajoute juste une petite mention, parce que vous avez mentionné que je m'occupe, président de l'AFG, mais je m'occupe aussi d'une entreprise de gestion d'actifs qui a la moitié de son activité aux États-Unis. C'est que, je fais juste une petite remarque, donc l'ensemble, je crois, de la gestion française est engagé, mais je peux vous assurer que pour aller aux États-Unis chaque mois, parce que j'ai 50% de l'activité là-bas, aucun membre des équipes d'investissement que nous avons là-bas
comme je le disais tout à l'heure, n'a envie d'investir dans des projets pourris. Personne. Ça n'existe pas. En revanche, il y a quand même un enjeu de mobilisation et de cadre réglementaire à préciser. Justement, on parlait, merci pour la transition, on parlait des États-Unis, ça a été aussi évoqué par Yves Perrier, avec un revirement sur le multilatéralisme il y a quelques années. Bon, il y a eu en janvier M. Trump qui a été élu et qui a décidé de sortir de l'accord de Paris, beaucoup de banques qui ont suivi, les principales banques américaines qui sont sorties également de leurs engagements au sein de l'initiative NZBA, la Fed qui est elle-même sortie du cadre du NGFS, BlackRock qui est sortie du NZM. Donc 2025 semble, alors que les années précédentes avaient marqué un engagement fort de l'ensemble des acteurs du secteur au sein de cette initiative Net Zero, on voit peut-être ici un revirement, en tout cas, de ces engagements. Est-ce qu'il faut craindre que la finance verte au niveau international marque le pas? Comment interpréter en tout cas ce revirement-là? Et ce revirement d'ailleurs. Toutes les annonces que vous avez évoquées sont réelles. Je mettrai juste un petit bémol entre les annonces et la réalité sur le terrain. Comme je le mentionnais, voilà. Mais enfin, oui, il y a un mouvement important qu'on peut observer. Bon, mais ça, j'ai envie de dire, c'est ailleurs. Je peux vous assurer que en France, en Europe, les acteurs, en l'occurrence de la gestion d'actifs, mais les acteurs bancaires aussi, demeurent engagés, font des propositions pour aller plus loin, pour accélérer, font des propositions donc réglementaires, se donnent des règles internes de travail, internes à la profession, je veux dire, parce qu'il ne faut pas tout attendre de la réglementation, surtout pas, et on avance. Et je prends un exemple, mais je ne suis pas là pour faire la promotion de mon groupe, hein, mais puisque justement on a 50%, on a deux jambes, une outre-Atlantique et une en Europe, à aucun moment on ne modifie notre approche. Et ce n'est pas parce qu'il peut y avoir des politiques publiques à un moment donné qui ne vont pas exactement dans le sens, en tout cas dans les discours de ce qu'on souhaite et de la bonne direction que nous pensons qu'on pense être nécessaire pour atteindre ces objectifs de décarbonation, qu'on doit modifier la feuille de route. Nous ne modifions pas la feuille de route et je peux vous assurer que l'AFG est entièrement mobilisée. Alors, elle est mobilisée sur quoi, l'AFG? Mobilisée sur plus de cohérence, mais vous l'avez évoqué, plus de cohérence dans les règles, mais dans la réglementation. Vous avez évoqué, Madame, l'incohérence temporelle des règles. Comment voulez-vous qu'on fasse des choix d'investissement et qu'on reporte sur ces choix d'investissement si les entreprises, en même temps, et ça vient 5 ans plus tard, 4 ans plus tard, n'ont pas des obligations de reporting? Ça n'a aucun sens, c'est totalement incohérent. Bon, ça a été voulu comme ça par les parlementaires européens, mais ça n'a aucun sens. Donc il faut remettre de la cohérence là-dedans, c'est pour ça qu'on avance. Vous avez évoqué donc ces reculs, ils nous menacent aussi en Europe, hein, il n'y a pas de doute là-dessus, notamment avec CSRD et la volonté de certains pays européens de se soustraire à ces obligations de reporting des entreprises. Pourquoi c'est important que les entreprises reportent? C'est pas tellement pour les contraindre. C'est que les investisseurs que nous sommes ont besoin, in fine, d'informations. On ne va pas prendre des décisions d'investissement majeures, redessiner le tissu industriel européen pour le transformer en un tissu plus vert sur la base de données qu'on rentrerait dans un computer et qui nous viennent d'outre-Atlantique. Mais ça n'a aucun sens. Mais on est complètement fou de faire ça. Donc, on a besoin d'informations, appelons ça données, puisque on nous parle de data quotidiennement. On a besoin de données qui viennent des entreprises, de la donnée brute, que l'on retraite, que l'on analyse pour la transformer en information. Laquelle information sert à prendre des décisions d'investissement ou de ne pas financer. C'est ça aussi le choix d'investissement et la promotion de la gestion et les rendements qui peuvent être servis à l'ensemble des investisseurs, c'est de faire les bons choix et de financer les bons projets économiques au sens large. Donc on a besoin de cette cohérence. C'est pour ça l'AFG fait des propositions sur la révision de CSRD. C'est pas tout ou rien, c'est pas 1500 données par entreprise, ce qui n'a aucun sens, qui est une usine à gaz. Une fois plus, l'Europe se montre comme championne du monde de la réglementation, mais c'est tout. En revanche, on n'est pas obligé de revenir en arrière et de faire zéro. Donc on a fait des propositions pour
quelque chose qui semble nécessaire, c'est ce qu'évoquait Yves Perrier d'ailleurs, c'est finalement la donnée efficace qui permette de prendre des bonnes décisions. Donc ça, c'est par exemple CSRD. On a besoin de données fiables, je l'ai dit, mais j'insiste sur la donnée. Vous avez mentionné qu'il y avait de multiples fournisseurs de données. Oui, mais en réalité, il y a un oligopole. En réalité, c'est ça. Donc on a besoin de pluralité de cette donnée et on a besoin de données, d'informations européennes, de sources européennes, parce que, je le redis, c'est aussi stratégique que les enjeux d'armement ou d'autres sujets que de savoir finalement d'où vient l'information financière qui va nous permettre de redessiner ce tissu industriel européen. Et on le fait. Et je le redis, dernière chose là-dessus, n'attendons pas tout de la réglementation. La réglementation vous donne les limites du terrain de jeu, mais ça ne donne jamais l'efficacité de l'équipe qui joue dessus. Donc, à nous de nous noter aussi des bons outils et des bonnes règles. Donc là, je fais référence aussi à l'introduction d'Yves Perrier. On a travaillé à l'AFG avec l'Institut de la finance durable, au sein de l'Institut de la finance durable, pour, vous l'avez évoqué, il y a aujourd'hui, je pense que si on faisait le sondage dans la salle, y compris nous sur scène, c'est quoi votre définition de la transition ? Je pense qu'il y a autant de définitions de la transition qu'il y a de personnes. Et ben c'est exactement pareil sur les acteurs sur les marchés financiers et dans le marché de la gestion de l'épargne. Donc on a besoin de règles communes, de la même manière qu'il y a 60-70 ans, on s'était doté d'un cadre commun, de règles communes d'analyse financière basée sur la comptabilité. Et ben on a exactement besoin de la même chose. Et donc on a développé au sein de l'Institut de la finance durable un cadre d'analyse qui pourrait devenir commun sur l'analyse des plans de transition des entreprises, parce que si on continue à avoir autant d'analyses différentes des plans de transition, alors déjà qu'on a un cadre différent de divulgation des données, mais en plus on a un cadre d'analyse différent, eh ben on va continuer à diviser les investissements et donc on manquera d'efficacité. À l'arrivée, on a besoin de massification, donc on a besoin de règles communes. Mais ce n'est pas la réglementation qui doit nous donner ça. La profession doit se doter, comme elle l'avait fait sur la partie financière. Très bien. Donc je retiens la visibilité, la lisibilité, notamment, et le fait de se doter de règles communes. Est-ce que ça, c'est nous, et puis l'épargnant, on a besoin aussi de l'aider dans ses choix, et la partie éducation financière est un élément important. Parfait. Merci à toutes et tous pour vos témoignages et pour vos prises de parole. Je pense que si on a le temps, peut-être pour quelques questions, je me tourne vers Anne. Ça peut être le moment de prendre des questions dans la salle. On a évoqué énormément de défis, on a balayé les enjeux de la finance pour irriguer l'économie, pour reprendre certains mots. Si vous avez des questions pour certains panélistes, c'est le moment de les poser. Oui, profitez-en. Je ne suis pas sûre que les micros à la place fonctionnent, mais si vous posez votre question assez fort en vous présentant. Une question au fond. Bonjour à tous, donc Patricia Agati de Bouygues Construction. Donc c'était vraiment très intéressant tout ce que vous nous avez annoncé aujourd'hui. Et notamment aussi, j'apprends parce que je n'avais jamais pensé au sujet de l'incohérence temporelle de toutes ces normes. On avait déjà remarqué de l'incohérence en général, mais la temporelle aussi, c'est très inquiétant aussi, parce que toutes ces normalisations, toutes ces réglementations ont très alourdi la vie dans les entreprises. Et moi, j'essaie de porter tout ça en disant oui, mais le monde financier est en train de bouger, vous verrez, c'est pour la bonne cause, pour financer la durabilité. Mais on ne voit rien bouger. En fait, on fait des efforts, mais on ne voit vraiment pas bouger les choses. Et donc, tout ça, c'est encore plus inquiétant. Je suis très intéressée, en fait, de cette approche de... en fait, au niveau institutionnel, on n'est pas capable, finalement, de donner un cadre. Et donc, c'est le secteur qui s'organise pour donner un cadre, enfin. Et je voulais savoir quels sont les temps de tout ça, à quoi ça aboutit. Est-ce que ça se basera quand même un peu sur la taxonomie ? La taxonomie, c'est la réglementation la plus importante de tout ça et celle qui a le plus d'incohérence.
On voit entre l'extraterritorialité pour tout sauf pour le nucléaire. Donc, on est éligible pas aligné si on est en fusion centrale nucléaire au UK, par exemple. Par contre, si on fait une infrastructure de mobilité décarbonée dans un pays hors Europe et on n'a pas la possibilité de valoriser les 70% des déchets parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, on n'est pas aligné. Plein d'incohérences dans différents secteurs. Et donc, comment on fait, saisir ces incohérences, peut-être secteur par secteur que Gauthier, qu'est-ce que... Qui souhaite réagir Rima? C'est bon. Non, mais bon, je pense que ces incohérences multiples, elles sont comprises par les régulateurs tout de même. Hein. En tout cas, elles sont visibles par tout le monde. Deux, c'est la raison pour laquelle il y a quand même des chantiers lancés. Donc je le redis, CSRD, discussion intra-européenne, mais chantiers lancés qui pourraient quand même aboutir à un cadre de reporting des entreprises qui soit cohérent avec leur taille, cohérent avec le temps qui doit être imparti à cela, et cohérent avec les besoins des utilisateurs, notamment que nous sommes. Premièrement. Deuxièmement, révision SFDR, là aussi lancée, parce que SFDR doit intégrer, je parle pour nos convictions fortes à l'AFG, SFDR doit intégrer les enjeux de transition. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Et donc, comment on massifie pour embarquer? Donc, voilà. Et puis, je le redis, la profession se dote de règles communes, on doit le faire, on doit fédérer, mais fédérer au niveau français, c'est déjà compliqué, mais on pousse, on travaille avec les autres associations, les autres fédérations professionnelles, bancaires ou assurances, bien entendu. Et puis on doit fédérer au niveau européen, parce que on peut le regretter, moi personnellement je le regrette fortement, mais si on attend que les 27 se mettent d'accord sur un cadre réglementaire commun, cohérent, je pense qu'on pourra avoir les mêmes débats dans 10 ans. Et puis alors, ça a été dit en introduction, on a besoin d'un cadre mondial finalement pour transformer. Ne rêvons pas, on ne l'aura pas. Donc avançons et tirons vers le haut l'ensemble si on peut. Mais il faut avancer avec détermination. Mais je le redis, les chantiers qui sont engagés sont plutôt encourageants, mais sont plutôt pour 2027, 2028, pas tellement avant. Une approche pragmatique et engagée, comme on le voit de tous les acteurs de la gestion d'actifs. Ah, mais n'attendons pas que ça vienne de... Non. N'attendons pas les autres. Une autre question, peut-être dans une autre thématique? Oui, allumez votre micro. Bonjour. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment l'autre thématique, mais ça reprend le titre sur la gestion d'actifs face aux défis climatiques. La gestion d'actifs fait face à un autre défi, c'est la montée des gestions passives, des ETF. Et ce ministère et les régulateurs encadrent notamment les frais de gestion qui met en avant la gestion passive au détriment de la gestion active. Et donc, je voulais avoir l'avis notamment de M. Sedbon sur les enjeux et les évolutions liées à cette montée en force de la gestion passive qui va au détriment des défis climatiques, à mon sens. Merci. Bon, je crois qu'il est vain d'opposer les deux. Finalement, gestion active et gestion passive sont très complémentaires. Faudrait prendre 1 heure pour en parler parce que je pense qu'il y a gestion passive et gestion passive et gestion active et gestion active et en réalité il y a une grande partie qui se rencontre et donc ce sont les frais de gestion qui font la différence. Une fois que j'ai dit ça, je pose le cadre, mais dans la gestion passive et de plus en plus, en fait l'enjeu, vous avez dit, c'est les frais de gestion. Et donc, je crois que tout le monde en a conscience. Les frais de gestion baissent depuis très longtemps dans la profession. Simplement, c'était moins visible parce que les prix d'actifs s'apprécient. Mais je peux vous assurer que les frais de gestion sont bien sous pression et depuis plus de 10 ans, et plutôt 20. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est comment finalement on fait en sorte que l'ensemble de ces styles de gestion, quels qu'ils soient,
finalement, véhicule les enjeux de transition et les enjeux de décarbonation, puisqu'on parle de ça aujourd'hui. Dans la gestion passive, on peut faire quand même créer, et il y en a beaucoup, hein, des sous-benchmarks qui permettent, enfin des univers d'investissement qui sont plus resserrés et qui permettent d'embarquer. Mais vous avez raison, le manque de cela, c'est que ça ne finance pas de façon très précise finalement les investissements nécessaires et les enjeux de transition des différentes entreprises. Et il n'y a pas l'interaction qu'il doit exister, qui est forte, qui est très importante, elle se fait par le vote, mais elle ne se fait pas dans finalement l'échange de best practice au niveau d'un secteur et la pression qu'un investisseur actif peut mettre. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des deux. Moi je suis assez optimiste à ce jour, et notamment parce que je pense que les deux styles de gestion sont très complémentaires. D'ailleurs, on le voit bien avec le développement de la gestion non cotée. La gestion du non coté n'est ni plus ni moins que de la gestion active poussée à l'extrême, hein, en termes de conviction d'investissement. Et donc, je suis assez optimiste aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la normalisation des taux d'intérêt renforce le risque, la décorrélation des prix d'actifs. Je crois que la parenthèse que l'on a eue entre 2010 et 2022 est terminée. Et c'était une parenthèse dans l'histoire économique et financière. Et donc, on va pouvoir continuer tous, y compris la gestion passive, à faire notre travail que je viens d'évoquer avant. Merci à tous. Je pense qu'on est dans les temps. Oui, on est tout à fait dans les temps. Parfait. Peut-être une conclusion, un résumé de la table ronde. Conclusion, résumé de la table ronde. D'abord, un grand merci à vous d'être venus et à tous les participants pour leurs interventions. Je pense qu'on a vu ensemble, on a balayé énormément de défis, que ce soit d'abord sur le plan réglementaire, qui, il est vrai, a créé avec d'abord l'accord de Paris, puis tout ce qui a été créé autour dans les différentes régions, un vrai fourmillement, des cadres à la fois sur du soft law et sur du hard law, qui a permis d'ores et déjà d'infléchir en partie certaines trajectoires d'émissions et qui a eu certains résultats. Une accélération qui est toujours en cours, on le voit dans les flux qui sont là, des acteurs qui sont présents, mais encore beaucoup de défis devant nous pour agir et transformer l'économie. Et voilà, en tout cas beaucoup d'actions, et je pense que ça va être les prochains thèmes, notamment de ces tables rondes, et aussi des dimensions plus humaines à prendre en compte. Voilà, je vous remercie en tout cas pour vos témoignages, et je pense que les enseignements, j'espère, ont été riches pour Très riches, et on va les applaudir chaleureusement parce qu'ils ont été excellents, très engagés.